Pour commencer ce programme du soir et pour parler aujourd'hui du Sénégal, ce sera avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Sénégal et des législatives anticipées. On s'interroge si c'est un pari gagné pour le PASTEF, le parti au pouvoir au Sénégal, avec la décision du président dissous l'Assemblée nationale et convoquer les élections législatives anticipées pour ce 17 novembre, dimanche donc. Et déjà, les résultats commencent par tomber. Résultats publiés par les médias. On connaît la tradition bien au Sénégal, en attendant que les résultats départementaux ne soient publiés mardi et ceux de l'étranger ce mercredi à midi. On a déjà une idée de qui est le vainqueur, le large vainqueur de ces élections législatives. Le PASTEF, est-ce un pari gagné pour ce parti? On peut dire que c'est un pari gagné parce que la dissolution de l'Assemblée était un risque. Rien ne disait au moment où le président de la République avait pris la décision de dissoudre l'Assemblée que le PASTEF allait pouvoir obtenir autant de députés que ce que nous voyons actuellement à travers les résultats. Je me dis que le PASTEF avait fait une très bonne lecture politique de la situation du Sénégal. Ils avaient fait une très bonne lecture surtout du fait que quand ils ont gagné la présidentielle au premier tour, l'opposition sénégalaise s'est trouvée un peu désorientée. Et malheureusement, malgré les 8 mois, il n'y a pas eu une force en réalité sur le terrain en termes d'opposition. Vous aviez des individus qui occupaient les médias et autres, mais quand on parle d'opposition, ce n'est pas avec le système de WhatsApp actuellement où n'importe qui peut prendre la parole n'importe où. Quand on parle d'opposition, c'est vraiment pouvoir faire face à un pouvoir, avoir les éléments permettant, s'il y a lieu dans une campagne électorale, de tenir tête. Rien n'avait été fait sur ce plan-là et il faut dire que PASTEF a gagné son pari. Bon, c'est vrai que pendant la campagne, Ousmane Sonko demandait à ses militants de voter pour que PASTEF obtienne 150 députés. Justement. Bon, tout le monde se disait quand même que la barre était extrêmement haute parce que nous sommes dans des élections législatives. Comme je le rappelle tout le temps, tu peux être très populaire sur le plan national, mais quelqu'un peut être plus populaire que toi sur le plan local. Et comme au Sénégal, il y a 2 moyens permettant d'arriver au poste de député, il y a une élection locale où le député est le député d'une circonscription. Sur ce plan-là, PASTEF a été battu dans quelques localités au niveau du Sénégal. Alors, le parti au pouvoir, le PASTEF, avait, à travers la voix de son Premier ministre, du Premier ministre Ousmane Sonko, qui est son président, appelé à voter pour conférer une majorité écrasante à son parti pour pouvoir permettre au gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, du président, de pouvoir bien diriger le pays et de pouvoir implémenter ses promesses de campagne. Aujourd'hui, combien de députés le PASTEF a-t-il pu avoir à travers ces élections? Bien, comme je le disais, on n'a pas encore les résultats qui devraient être publiés par la Commission nationale de recensement des votes, mais déjà, comme on le disait aussi, les médias ont commencé par donner une idée de ce que ce sera. À combien de députés peut-on évaluer à peu près les députés du PASTEF à travers ces élections législatives? La moyenne des estimations au niveau des médias, au niveau des statisticiens également, parce que vous avez des individus qui ont mis en place leur système pour faire les calculs, le PASTEF risque de se retrouver avec 130 députés. 130 sur 165. Okay. Pour dire que bon, il n'y a plus rien à dire sur ce plan-là. On parlait de majorité 50 plus 1. J'avais dit sur ce plateau, ça c'est clair que le PASTEF peut l'avoir en regardant la mobilisation, la façon dont ils ont mené la campagne électorale. Jusqu'où ça pouvait aller, bon, ça ce n'était pas encore clair. Aujourd'hui c'est très clair. Ils auront véritablement une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée. Mais je crois que le résultat de PASTEF, ce n'est pas ce qui interroge le plus. Ce qui interroge le plus, c'est le résultat de l'opposition. On y viendra tout à l'heure. Parce que franchement, comment les gens se sont débrouillés pour se retrouver avec si peu de députés? Parce que si les 130 passent, ben ça veut dire qu'il ne reste pas grand-chose pour l'opposition. Et même les 35, ce n'est pas évident parce qu'il y aura encore à préciser le quotient sur la liste nationale. Plus il sera élevé, plus les gens auront des problèmes pour avoir un député, et plus facile ça sera pour PASTEF, qui a un grand nombre d'électeurs, de gagner encore un député supplémentaire.
Alors, comment se fait le comptage des voix au niveau du Sénégal? Apparemment, il y a un système particulier. En fait, les législatives au Sénégal se font sur la base de 2 listes. Une liste qu'on appelle la liste nationale, c'est celle que Sonko a dirigée pour le PASTEF, que Macky Sall a dirigée pour Taku Wallu, que Barthélémy a dirigé pour Sam Sekadou, etc. C'est ça la liste. Voilà, Amadouba, c'est ça qu'on appelle la liste nationale. Sur cette liste, droit à combien de députés? Sur cette liste, il y a à peu près une 50aine de députés qui sont là à gagner, mais à gagner sur la base d'un quotient. Okay. Le quotient consiste à prendre le nombre de suffrages valablement exprimés, à le diviser par le nombre de députés. Okay. Maintenant, à chaque fois que quelqu'un aura un nombre de votants égal à ce quotient, il a droit à un député. Quand on finit avec le quotient, il va rester des députés. On va les donner à celui qui a ce qu'on appelle le plus fort reste. Okay. C'est-à-dire qu'il n'a pas le quotient, mais son chiffre s'approche du quotient, et c'était une stratégie utilisée pour que ça ne soit pas les grands partis seulement qui soient en mesure d'aller à l'Assemblée. D'autres partis vont pouvoir sur cette base aller à l'Assemblée. D'ailleurs, la première fois que Sonko est devenu député à l'Assemblée, il était devenu sur la base du plus fort reste. Il n'avait pas atteint le quotient. Donc ça, c'est la liste nationale. Et c'est là où il y a le plus d'imprécision, parce qu'il faut que la commission de recensement dise clairement voilà le nombre de votants valablement exprimé pour qu'on puisse avoir le quotient. Donc les gens ont fait le quotient sur la base des résultats qu'ils ont collectés pour faire la répartition à ce niveau. Il y a une autre liste qu'on appelle la liste départementale qui est beaucoup plus simple, où c'est un scrutin majoritaire où le premier qui gagne au niveau des listes, même s'il y a 40 listes dans une localité, celui qui est le premier, s'il y a un député, il prend. S'il y a 7 députés, il prend tout. Il prend tout. Il n'y a pas de partage. C'est le premier qui prend tout. Bon, c'est là où c'était le plus simple, parce que là, quand on regarde les résultats, il n'y a aucun calcul à faire. Il a gagné la localité, il a pris le député, mais les localités n'ont pas le même nombre de députés, parce que le nombre de députés dépend de la population. Et c'est sur cette base, qui est une base quand même relativement facile et connue par les Sénégalais, que les estimations ont été faites, et le PASTEF se trouve pratiquement avec 130 députés. Alors, dans l'ensemble, ces élections se sont déroulées dans le camp, même si dans la campagne on a noté des accrochages entre des militants de différents partis. Qu'est-ce qui explique ce retour au calme à quelques heures des élections et le jour du vote? Il y a toujours cette particularité au Sénégal. Quelqu'un dit à chaque fois le peuple sénégalais est plus mature que les hommes politiques sénégalais. D'autres disent le peuple sénégalais est en avance sur les hommes politiques sénégalais. Moi, je dis toujours sur ce plateau, même quand ça se mélange, je dis tout le temps les Sénégalais vont régler le problème. En fait, il y a cette réalité qui est là. Les Sénégalais votent depuis fort longtemps. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que très tôt, Dakar, Gorée, etc., étaient considérés, les habitants de ces villes étaient considérés comme des citoyens français. Donc, on participait déjà à des élections avec la France bien avant l'indépendance du Sénégal. Donc, la question du vote n'a aucun secret pour le Sénégal. Aucun. Le deuxième élément, au Sénégal, aujourd'hui, personne n'envisage des élections truquées, des élections volées, des élections manipulées. Donc on est sorti de cette affaire-là. La seule chose qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel choix l'électeur sénégalais va faire. C'est la seule équation qui est là, où quand on est en face des élections, on s'interroge surtout qu'est-ce que le Sénégalais va faire par rapport au vote. On n'est plus dans les procédures électorales, dans les combats pour la transparence, etc. Vous voyez, avec ces élections, il n'y a pas eu une commission qui réclame une transparence des élections ou quoi que ce soit. L'opposition, tout le monde a félicité. On y viendra tout à l'heure, justement. On n'a pas vu quelqu'un contester le processus électoral, dénoncer des fraudes ou quoi que ce soit. Alors, c'est cela qui explique que tout le monde est allé voter dans le calme, sans prendre à qui que ce soit? Tout à fait. Le vote au Sénégal, y compris même la campagne électorale, quand on le fait à la sénégalaise, la campagne électorale est un carnaval. Tu vois les gens qui sortent avec des habits qui se ressemblent, des t-shirts, des casquettes, les voitures sonorisées, la lumière. Bon, puisque de plus en plus, les gens veulent faire une campagne à l'américaine. Les moyens techniques le permettent assez facilement aujourd'hui. Mais c'est ça la campagne électorale. Les incidents n'en font véritablement pas
parti. Et il faut le dire clairement, les incidents sont la responsabilité des premiers responsables des partis politiques qui, à un certain moment, dans le discours, ont tenu quand même un discours verbal qui était plutôt proche de la violence que d'une discussion, puisque c'est ça la campagne électorale. C'est un échange sur des propositions qu'on fait au peuple sénégalais et libre au peuple sénégalais de faire son choix. De façon générale, sur les votes au Sénégal, il n'y a pas de problème. Les difficultés qu'on rencontre, quand il y a des réorganisations administratives, il arrive qu'on dise à quelqu'un, tu ne votes pas ici, tu votes là-bas. Bon, quand il y en a beaucoup, le Sénégalais est un contestataire par excellence. Ils vont immédiatement s'organiser, bloquer le bureau de vote, ce qui oblige le préfet ou le sous-préfet, le responsable administratif de la circonscription de venir régler le problème. Et il y a les médias qui jouent le rôle également, qui diront aux gens, à tel endroit, le vote est bloqué. Immédiatement, vous trouvez une solution. Donc, on n'a jamais fait des élections où finalement, on a eu du mal à terminer les élections ou à dire, bon, ici, les élections ne vont pas pouvoir être valables parce que le vote n'a pas eu lieu. Alors, pour revenir aux résultats, on le dit, dans les estimations, le PASTEF pourra s'en sortir avec au moins 130 députés sur les 165. Et dans ces estimations, ou bien dans ces décomptes faits par les médias, justement, qui vient en deuxième position? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs leaders, à part Ousmane Sonko qui a porté la liste du PASTEF. Il y a l'ancien président Macky Sall, il y a le maire de Dakar, Barthélémy Dias, il y a l'ancien premier ministre également, Amadou Ba, qui faisait partie des figures les plus en vue à ces élections législatives. Qui vient après le PASTEF? C'est Takoualou, puisque c'est une coalition qui s'appelle comme ça, oui, dirigée par le président Macky Sall. Et ce qui gêne, c'est que c'est là où se trouvent les deux anciens partis présidentiels, parce qu'ils ne sont pas les seuls là-bas. Ouais. Il y a d'autres partis là-bas. Mais il y a le président Macky Sall, il y a le président Abdoulaye Wade. Et ils se retrouvent actuellement entre 15 et 16 députés. Okay. Bon, s'ils ont 15, ça va être compliqué. Ils n'auront même pas un groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée. Et là, il y a une grosse interrogation, parce que généralement, on le voit beaucoup dans les pays africains, quand un parti arrive au pouvoir, il devient automatiquement un parti de masse. Ouais. Mais ici, surtout pour le cas de Macky Sall, qui vient de quitter le pouvoir il n'y a même pas un an, et que ton parti soit incapable de pouvoir avoir ne serait-ce qu'une trentaine de députés à l'Assemblée, à plus forte raison quand ton parti s'est associé avec d'autres partis, dont le parti du président auquel tu as succédé. Mais ça, il y a une lecture à faire, puisque actuellement les commentaires commencent, mais je crois qu'il y a une analyse plus profonde à faire. Beaucoup de gens se disent qu'attendez, les Sénégalais veulent passer à une autre étape. Parce que une des conséquences de ces élections, bien qu'elles soient législatives, beaucoup de gens vont aller à la retraite sur le plan politique. Puisque les résultats obtenus sont vraiment pas du tout à la hauteur de ce qui était attendu. Et ces mêmes personnes, n'oubliez pas, parmi elles, il y en a qui étaient candidates à l'élection présidentielle et qui s'étaient retrouvées avec des résultats vraiment très très petits, parfois 0, quelque chose. Sur 2 élections de suite. Mais ça veut dire que ces gens n'ont pas été capables de convaincre les Sénégalais. Il va falloir qu'ils en tirent les conséquences pour changer de programme ou bien aller vaquer à d'autres occupations. Alors, parlant justement des résultats et de la part de chacun, malgré ces résultats, tous ces opposants ont quand même reconnu la victoire avant qu'elle ne soit proclamée officiellement, la victoire du PASTEF, en commençant par le président Macky Sall qui a félicité justement le PASTEF pour sa victoire, son premier ministre, ou bien son ancien premier ministre, Amadou Ba l'a fait également, Barthélémy Dias, avec qui le PASTEF a eu des accrochages ces derniers temps lors de ses campagnes, l'a également fait. Que dire de ces reconnaissances déjà de ces candidats à ces élections, en attendant même que les résultats ne soient officiellement proclamés et qui reconnaissent déjà la victoire de leur adversaire politique? Ça fait partie des habitudes politiques au niveau du Sénégal depuis les élections de 2000. Les gens n'ont même pas attendu lundi. Il y en a qui hier, quand ils ont vu ce qu'on appelle chez nous les tendances lourdes, puisque je disais tout à l'heure que le nombre de députés dépend du nombre de votants. Quand on a vu les gros bassins électoraux aller au niveau du PASTEF, il y en a qui ont compris clairement que le PASTEF a gagné. Ils n'ont même pas attendu avant que les gens n'aillent dormir. Vous avez des gens qui avaient déjà félicité le PASTEF, alors que officiellement
même des résultats provisoires n'ont pas été proclamés. Ça fait partie vraiment des habitudes politiques au niveau du Sénégal. Il faut s'en féliciter et encourager que cela puisse continuer parce que les élections, c'est ça. C'est un gagnant, c'est un perdant. Et le principe du jeu, c'est ça. Qu'il y ait quelqu'un qui gagne, qu'il y ait quelqu'un qui perde. Vous avez accepté les règles du jeu, il faut les accepter jusqu'au bout. Et les accepter jusqu'au bout, c'est que quand on perd, on accepte qu'on a perdu et qu'on puisse avoir l'élégance politique également de féliciter celui qui a gagné. Vous facilitez la tâche à tout le monde. Vous posez tout à l'heure la question pourquoi on a voté et il n'y a pas de souci. Mais les gens s'attendaient tout simplement à ça. Si on était dans une logique de contestation, on serait déjà dans un moment de mobilisation des gens pour faire des sittings, pour faire des marches. Il y a une pression encore qui va être là. Mais quand les adversaires eux-mêmes félicitent celui qui a gagné, on va se mobiliser. Tout à fait. Pourquoi? Il n'y a pas besoin de faire de mobilisation. Voilà. Tout le monde va accepter que c'est déjà joué. Il reste tout simplement la proclamation officielle qui va déterminer de façon plus précise ce que chacun a obtenu comme nombre de députés. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro du décryptage. Que faut-il retenir de ces élections législatives anticipées au Sénégal? Est-ce un pari gagné réellement pour le PASTEF? C'est un pari gagné, mais qui ouvre un autre pari. J'ai dit un autre pari parce qu'actuellement, les Sénégalais ont tout donné au PASTEF. Et ils attendent donc autre chose. Ah oui, ils les ont élus à l'élection présidentielle dans des conditions qui avaient amené beaucoup de personnes à s'interroger si c'était possible. Ils leur ont donné une majorité confortable au niveau des législatives. PASTEF maintenant va devoir sur le terrain répondre et satisfaire surtout aux attentes des Sénégalais, satisfaire également aux promesses qui avaient été faites par le PASTEF d'aller dans le sens d'une restructuration du Sénégal. Puisque c'est de ça qu'il parle de rupture systémique. Il y a un système qu'il faut remettre en cause et sur ça, les Sénégalais les attendent véritablement et comme ils l'ont fait avec Wade, comme ils l'ont fait avec Macky, ils n'hésiteront pas à le faire avec le PASTEF si le PASTEF ne tient pas les promesses qui avaient été faites aux populations sénégalaises. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Plateau pour la suite de cette émission, nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali. Le Premier ministre dit écarté par les militaires dans les décisions. Le Premier ministre malien de la transition, Choguel Koukala Maïga, était face à ses partisans, les partisans du M5 RFP, devant lesquels il a publiquement critiqué les militaires qui dirigent le pouvoir depuis le coup d'État qui a renversé le président Ibeka, le double coup d'État de 2020 et de 2021, qui aussi l'a vu nommé Premier ministre depuis lors et avec qui Premier ministre qui dirige le pouvoir, le Mali avec les militaires depuis lors, Choguel Koukala Maïga, depuis un moment se sent mis en minorité. On se rappelle ses sorties de ses proches, la scission qui a eu lieu au sein du M5 RFP et aussi le silence qu'il avait gardé durant tout ce temps. Désormais, il a décidé de parler. Pour lui, ce n'est pas normal que dans un gouvernement, que le Premier ministre ne puisse pas apprenne certaines décisions que sur les médias. Il se dit clairement écarté par les militaires. Que se passe-t-il réellement entre Choguel Koukala Maïga, le Premier ministre malien, et Assimi Goïta, le président de la transition? Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Leur union était en tout cas présentée comme une très belle gestion du pouvoir entre militaires et civils à la prise du pouvoir par les militaires. Ils ont fait appel à Choguel Koukala Maïga du M5 RFP. Entre-temps, on sait que des frictions ont commencé par s'installer entre militaires et acteurs de la société civile, dont le Premier ministre Choguel Koukala Maïga, mais tout semblait en tout cas aller pour le mieux jusqu'à ce que publiquement Choguel Koukala Maïga décide de dire les choses telles qu'il les pense. Oui, je crois que Choguel Maïga ne dit que ce que pensent tous les citoyens maliens bas. Et parce que surtout quand il dit que la fin de la transition devait être, ou bien le 26 mars dernier devait marquer la fin de la transition et tout cela. Je pense que c'est des choses en réalité que pensent aujourd'hui tous les Maliens. Et tout ce qu'il dit, c'est une critique rare, mais qui est significative selon moi. Mais sauf que c'est lui qui le dit et dans quelles conditions.
parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, Choguel Maïga, quoi qu'on dise, il co-gère le pays avec les militaires qui sont au pouvoir. Et donc, s'il y a des responsabilités à endosser ou bien s'il y a une responsabilité qui incombe une autorité, je pense qu'il en fait partie. Et quand vous êtes dans un gouvernement, il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Il y a des choses qui ne se disent pas, même si vous n'êtes pas d'accord. C'est pour ça, je dis que surtout quand vous dites que la déclaration, bien les critiques dirigées contre les militaires sont faites devant les militants du mouvement du 5 juin, du M5, c'est-à-dire que un mouvement dont il est leader. Donc ça veut dire aujourd'hui tout simplement que ça tend vers une récupération politique, c'est-à-dire que Choguel Maïga est en train peut-être de tirer le drap de son côté, parce que vous l'avez dit, c'est-à-dire que il est là et il gère le pays avec les militaires. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il se sent peut-être ne plus être en odeur de sainteté avec ceux avec qui il dirige le pouvoir. À un moment donné, il se retrouve en minorité parce qu'il y a des décisions qui ont été prises par les militaires, des décisions qui ne satisfont pas en fait le peuple malien. Donc, à un moment donné, Choguel Maïga a été accusé à tort à travers par les civils qui pensent que lui aussi il en est pour quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, pour pouvoir se tirer d'affaire, il émet des critiques. Et c'est pour ça que je dis que ça tend vers ce qu'on peut appeler aujourd'hui une récupération politique. Il est en train de tirer le dard de son côté pour justement refaire sa popularité au sein de la classe politique malienne. Cette démarche, je trouve que ça s'amène à peut-être ce qu'on peut appeler aujourd'hui une hypocrisie selon moi. C'est une hypocrisie, d'autant plus que la démarche salutaire ou bien la démarche légitime serait peut-être pour Choguel Maïga aujourd'hui de démissionner tout simplement de son poste de Premier ministre. Parce que quand vous dites non, quand on refuse, on dit non. Et s'il continue toujours pas à maintenir son poste de Premier ministre, ou il continue toujours pas à être Premier ministre de ce gouvernement-là, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il gobe ou bien il est d'accord avec les décisions qui sont prises. Du moment où il a constaté qu'il n'est plus associé, du moment où il a constaté qu'il est mis à l'écart et que les décisions sont prises à son issue et que des décisions prépondérantes sont même prises et que c'est peut-être à travers les médias qu'il les prend, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est peut-être de démissionner, tout simplement de se concentrer sur la vie de son parti ou bien de son mouvement politique. Et s'il ne le fait pas et qu'il sort, je pense que ça tend vers l'hypocrisie. Et pour moi, c'est une façon aujourd'hui pour lui de tirer le drap de son côté. Alors, que dites-vous de tout ce temps de silence qu'il a gardé? Parce qu'on sait, comme je le disais, que l'un de ses très proches, son directeur de cabinet, avait fait une publication entre-temps qui lui a valu assez de critiques également de la part du pouvoir militaire et sur lesquelles Choguel Maïga a gardé une certaine position mitigée où il ne s'est pas clairement prononcé pour dire si, oui, il approuve totalement le contenu de la déclaration de ce proche, et tout ce temps qu'il a gardé avant de se prononcer, n'est-ce pas peut-être le temps pour faire peut-être les conciliabules à l'interne, et peut-être que ça n'a pas marché, ce qui l'aurait poussé à réagir. Bon, est-ce qu'il y a eu conciliabule? S'il y a eu conciliabule ou bien s'il y a eu des concertations, je pense qu'il aurait pu le dire tout clairement, parce que là... peut-être que cela n'a pas marché. Mais il aurait justement pu le dire qu'à un moment donné, quand il a constaté que les choses n'allaient plus bien, il a fait de telles démarches et que ça n'a pas marché. S'il ne le dit pas, ça veut dire que peut-être à un moment donné, il voyait le mal venir, mais il s'attendait à ce que les choses changent du jour au lendemain. Surtout que vous avez dit qu'à un moment donné, son directeur de cabinet a fait des sorties qui étaient mal appréciées et qu'il a gardé le silence. Et souvent on le dit, qui ne dit rien consent. Ça veut dire qu'à l'époque, il était d'accord avec toutes les déclarations, il était d'accord de ce qui a été dit à l'époque. Donc aujourd'hui, si c'est seulement ce moment qui fait cette déclaration, pour ça je dis que ça tend vers une récupération politique. Parce qu'à un moment donné, Choguel Maïga a compris que il se retrouve aujourd'hui totalement fragilisé. Et que aujourd'hui, mais ça dit que du côté des militaires, il n'est plus, ou bien il n'est pas en odeur de sainteté,
et également du côté de son mouvement politique, il est mal vu. Donc il va falloir justement faire une sortie qui fait croire qu'aujourd'hui il est aux côtés du bas peuple, entre guillemets, peut-être il est aux côtés du peuple opprimé. Donc c'est pour ça, c'est une stratégie politique aujourd'hui pour lui de vouloir peut-être revenir au devant de la scène. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Thierry Afanouké, le Premier ministre malien Choguel Maïga n'est plus en odeur de sainteté, pour reprendre les mots de Louis, avec les militaires, surtout avec Assimi Goïta, le président de la transition, puisqu'il a fait une sortie publique ce samedi devant les militants du M5 RFP, sortie au cours de laquelle il a clairement critiqué l'opacité avec laquelle les décisions concernant la durée de la transition sont prises. Il dit, lui, en tant que Premier ministre, n'apprend certaines décisions que sur les médias. Il critique aussi le fait que depuis que les militaires ont pris le pouvoir, on a décidé de réduire le nombre de partis politiques, surtout critique avec le régime militaire, mais qu'au jour le jour, on crée des mouvements de soutien et qui sont approuvés pour lui. Ils se sont mis en minorité, écartés de la prise de décision. Non, quand vous suivez la déclaration de Choguel Maïga, vous vous rendez compte que ce n'est pas à Assimi Goïta avec lui qu'il a un problème. Mais je crois qu'il indexe beaucoup plus le ministre de l'Intérieur. Vous savez, depuis qu'il a eu des soucis de santé et que la junte ou le régime malien s'est livré à une véritable bataille avec l'Occident, notamment la France. Vous avez vu le rôle que ces militaires-là ont joué dans les invectives, dans des discours va-t-en-guerre. Et aujourd'hui, Choguel Maïga a totalement perdu la main, raison de plus que il s'est prononcé et il le dit clairement, parce qu'à un moment donné, vous-même vous l'avez si bien dit, il était fragilisé parce que le mouvement qu'il conduisait a été secoué à une scission en deux. Donc sa sortie ou sa manifestation de la fois dernière était aussi pour créer un rapport de force, pour faire comprendre à la junte militaire malienne que il a encore du soutien, et je crois que dans ce qui se passe aujourd'hui au Mali, on voit un peu la même chose du côté du Burkina, parce que aujourd'hui les militaires qui sont au pouvoir tirent profit de leur combat contre le terrorisme. Donc le Premier ministre est totalement effacé, il est pratiquement inexistant quand il s'agit des déclarations fortes ou des actions à l'international. On ne le voit plus. Il est inexistant, donc il porte seulement le nom de Premier ministre, mais dans les faits, ce n'est plus lui qui conduit les affaires du gouvernement. Alors, est-ce que sa position, sa sortie, est-ce que c'est la meilleure façon de réagir dans une... Oui, c'est le seul recours qu'il a. C'est le seul recours qu'il a, parce que ce qu'il a fait, en fait, c'est, comme Louis l'a si bien dit, c'est en quelque sorte une récupération politique, parce qu'il est porté entre guillemets au devant de la scène, parce qu'à un moment donné, le peuple malien était mobilisé derrière eux quand ils avaient, voilà. Donc, en déclarant ce qu'il a déclaré la fois dernière, c'est que il fait un clin d'œil au peuple malien que voilà la situation actuelle, puisque vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines qui ne comprennent pas que la transition ne prend pas fin et qu'on puisse organiser véritablement les élections. Dans son intervention, il a si bien clairement dit, et ce qu'il a dit était déjà repris par pas mal d'opposants au pouvoir de Mali. Donc, en clair, il essaie peut-être, parce qu'arrivé à ce niveau de sa vie, il a encore d'autres visées politiques. C'est un clin d'œil qu'il est en train de faire au peuple malien pour dire que, attention, quand ça n'allait pas, j'ai eu au moins... Et puis, il faut saluer son courage.
Parce que collaborer avec des militaires, diriger un pays avec des militaires, et on sait que tous ceux qui vont à l'encontre des faits et gestes des militaires sont arrêtés et emprisonnés systématiquement. Donc, si lui aujourd'hui, malgré sa position, il prend la parole et il dénonce la gouvernance actuelle au Mali, c'est que il est en train de dire au peuple que voilà, je suis allé pour aider à ce qu'on puisse avoir un Mali nouveau, mais écoutez, ceux qui sont à la tête de notre pays ne sont pas dans cette dynamique-là. Donc, c'est en quelque sorte, c'est mobiliser le peuple à réagir. Donc, on attend de voir, puisque d'ailleurs, des soutiens de la junte au pouvoir ont commencé par réclamer sa tête. On commencé par réclamer sa démission. Donc, on attend de voir la réaction de la junte. Ce qui est sûr, ça ne va pas en rester là, puisque la junte est très regardant sur toutes les critiques envers elle. Alors, Adam Adrono, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga vient de faire une sortie des plus inattendues. Il vient de se prononcer clairement contre la gestion du pays avec les militaires depuis un bon moment. Il estime avoir été mis de côté dans la prise de certaines décisions très importantes en ce qui concerne essentiellement la gestion de la transition, en ce qui concerne la vie politique du pays. Il estime que les militaires se comportent de la manière dont ils ne devraient pas se comporter. Et donc pour lui, ce samedi, face aux militants du M5 RFP, il a clairement dit ce qu'il pensait. Non, le Premier ministre Choguel Maïga est poussé à bout pour la simple et bonne raison que d'abord lui-même il est très désavoué au sein de la population. En témoigne le fait que malgré cette sortie n'a pas eu écho favorable au sein de l'opinion. Et vous convenez avec moi que d'ores et déjà, je pense qu'il faut remonter un peu le temps depuis que son collaborateur avait fait une sortie qui n'avait pas été du goût des militaires au pouvoir. Vous parlez de Boubacar Karamoko Traoré, justement. Mais... Donc c'était considéré par les militaires comme un acte délicieux. Mais la réaction de Choguel Maïga n'a pas été la même chose. En tout cas, il n'était pas dans une même logique que ce qu'il avait dit. Donc depuis lors, lorsque vous prenez, en tout cas pour ceux qui côtoient naturellement dans les militaires, vous convenez qu'avec moi que quelque part ça voudrait dire que il y a déjà eu rupture de confiance, même si en réalité, vous savez, ces sorties-là, comment les militaires, depuis qu'ils sont là, comment ils l'apprécient, comment ils sévissent lorsque vous faites ces genres de sorties, même si c'était dans des logiques d'opinion normales qui ne devaient pas être, en tout cas, punis, ils le punissent, donc ils redressent tout le monde. Mais tel n'a pas été le cas, donc ça voudrait dire quelque part qu'il y a eu une méfiance qui s'était donc installée depuis cette sortie-là. Et cette méfiance-là, mieux au jour aujourd'hui, date de très longtemps. Et justement parce que lui-même il a eu véritablement à poser le débat au niveau des militaires qui n'a pas eu donc écho favorable, donc il est carrément donc poussé à bout aujourd'hui à pouvoir donc s'exprimer par devant donc ces militants là que moi je qualifie de minoritaires, parce que lorsque vous prenez le tout, vous prenez le tout, vous convenez avec moi que Choguel Maïga, d'abord, Thierry le disait tantôt, il avait déjà divisé le mouvement et la plupart de ces mouvements là voyaient en tout cas cet aspect de la chose arriver, parce que les militaires avaient besoin d'un acteur de la société civile pour donc retisser ce contrat social-là, parce qu'il représentait en réalité cette société civile-là. Mais à un moment donné, Choguel Maïga ne représentait que lui-même. Donc ça voudrait dire qu'au sein de la population, donc il a perdu assez de popularité. Et les réactions d'ailleurs même, après cette sortie-là, de part ou d'autre, personne ne l'a soutenu. Effectivement, il est rejeté par la... Donc les militaires d'abord l'ont rejeté, d'abord pour des actes assez évidents, mais bien évidemment la population également l'a rejeté. Donc ça voudrait dire quelque part que lui-même, au lieu de rester dans ce mouvement d'ensemble qui avait été donc émis par en tout cas l'opinion ou le mouvement qu'il conduisait par le passé, il a préféré faire cavaler seul, et aujourd'hui il est devant le fait accompli. Et malheureusement l'histoire donne raison à ceux qui avaient estimé que en réalité Choguel Maïga devait être en phase avec le mouvement
et non être en phase avec lui. Parce qu'ils estimaient qu'aujourd'hui... Enfin, être en phase avec le mouvement, c'est faire quoi? Par exemple, suivre l'imam Diko ou ne pas s'intéresser à la proposition des militaires? Puis il y avait des propositions qui étaient émises au regard de la gestion du pouvoir venant donc de ce mouvement-là. Souvenez-vous, c'est ce qui avait même conduit à ce que le mouvement soit disloqué en deux. Oui. Donc aujourd'hui, il est parti avec... une partie, mais la partie minoritaire. Oui. La plus grande partie l'ont désavoué parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient plus en phase avec les opinions ou carrément ce qu'on portait, voilà, à manifester. Tout à fait. Mais aujourd'hui, il n'a pas vu le mal venir, puisque les militaires cherchaient à ce que, en tout cas, cette société civile puisse renforcer leur gouvernement et faire en sorte qu'ils puissent donc avoir l'adhésion de la population. Aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin, puisque après la création de l'AS, ils ont encore eu cette adhésion au-delà de la société civile, dont la société civile n'est plus carrément leur outil de départ. Donc, carrément, aujourd'hui, ils sont en phase de pouvoir donc éliminer Choguel Maïga, et ce qu'il dit aujourd'hui, malheureusement, ni chez les militaires, ni dans l'opinion, il n'a pas d'adhésion. Donc, de toutes les façons, il est en train d'être effacé comme ça. Alors, justement, vous dites qu'il est en train d'être effacé. Est-ce que Choguel Kokala Maïga risque d'être peut-être éjecté de son fauteuil de Premier ministre? Risque-t-il peut-être la prison? Parce qu'on se rappelle, elles sont chargées de mission à la primature. Boubacar Karamoko Traoré, il avait été condamné le 8 juillet 2024 à 1 an de prison ferme pour atteinte au crédit de l'État et divulgation de fausses informations sur le pouvoir d'Assimi Goïta. Oui. Est-ce que on se rappelle ce qu'il avait dit? Tout à fait. Dit que personne ne dirait que ce que Karamoko Traoré avait dit était faux. Voilà, lui-même il reprend la même chose. Est-ce qu'il risque le même sort? Non, vous savez, moi j'avais même eu peur pour lui, pas le passé, parce que le mutisme des militaires en disait long. Parce que quelque part, c'est justement parce que le pays était à un moment où on ne peut pas, en tout cas, prendre les deux pour créer d'autres tensions dans le pays ou amener les gens à avoir d'autres regards. C'est en ce sens qu'ils sont tués, mais malheureusement, ça l'a rattrapé. C'est pourquoi je dis, cet aspect de la chose est un aspect très identitaire de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Depuis lors, il était donc mis à minorité. En tout cas, ce qu'il avait comme poids au sein de ce gouvernement, il l'avait plus. Et justement, vous avez vu, les gens ont demandé aux militaires de prendre leurs responsabilités. Donc, on vous demande de prendre votre responsabilité. Ça voudrait dire quand même que de peser mot par mot, c'est dit du Premier ministre. Et justement, ce que vous êtes en train de dire, il risquerait. Et moi, je le crois véritablement, parce que lorsque vous prenez l'attitude des militaires concernant dans ces aspects, ils risquent véritablement donc d'être mis sur la table. Je ne crois pas que les militaires vont oser le mettre. Oui, parce que vous savez, l'arrêter jusqu'à la prison. Non, je ne crois pas, parce que vous savez, quoi qu'on dise, Choguel Maïga a un poids politique par la force des choses, parce que il faisait partie de ces leaders-là qui ont manifesté, et c'est tout cela qui a favorisé l'arrivée des militaires au pouvoir. Mais vous pouvez la voir si réellement... Non, attendez. Pour moi, je ne crois pas qu'ils vont aller sur ce terrain-là. Peut-être de l'arrêter. Est-ce qu'il sera toujours Premier ministre selon vous? Non, ils vont se séparer de lui, puisque du moment où ils ne partagent plus la même vision, je ne crois pas. Pourquoi il faut continuer une marche d'ensemble si on n'est pas de même avis? Du moment où le gars dit clairement, parce que il a gardé longtemps le silence, il espérait que les choses allaient s'arranger, mais ce n'est pas le cas. Si jusqu'à maintenant il prend la parole, c'est qu'il a mesuré le pour et le contre. Louis Kamako, que risque-t-il avec cette déclaration? Non, mais est-ce qu'il risque quelque chose? Je ne pense pas. Sauf que cette sortie, il faut avoir le courage de le dire, n'est pas est nihilo. Parce que Choguel Maïga ne s'est pas levé comme ça pour faire sortir. Peut-être que cette fois-ci, il a vu le mal venir. Peut-être qu'il sent qu'il y a une épée de Damoclès qui est en train de planer sur sa tête. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez posé la question à Dame qui a fait semblant de ne pas y répondre. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le fauteuil de Choguel Maïga n'est pas en jeu? Est-ce qu'à un moment donné, il ne s'est pas rendu compte qu'il est assis, il est sur un fauteuil éjectable aujourd'hui? Et vous, qu'est-ce que vous y répondez? C'est justement parce que ça, tout porte à croire qu'à un moment donné, il a compris que, puisqu'il n'est plus en odeur de sainteté avec les militaires, et que les militaires veulent justement
le changer et il a juste devancé les événements en faisant cette sortie. Pour que du jour au lendemain, oui, il a devancé les événements pour faire son statut, pour que du jour au lendemain, s'il est muté, pour qu'il dise que pour que l'opinion essaie justement sortir, voilà. Et donc, ça dit qu'il est en train de se victimiser, il est dans la victimisation aujourd'hui. C'est pour moi. Parce que quand vous écoutez son discours, il a même rendu un hommage aux militaires. Il a dit qu'ils sont garants de force et de stabilité. Il dit que les militaires sont garants de force et de stabilité. Aujourd'hui, c'est ce dont le Mali a besoin parce que la situation sécuritaire, elle laisse à désirer. Et quand vous avez eu telle situation, il n'y a que des militaires qui peuvent justement aider le pays à retrouver la stabilité ou bien l'hégémonie, ou bien ce qu'on peut appeler aujourd'hui la souveraineté nationale. Et s'il le reconnaît, je ne pense pas que ce sont des civils ou bien ce sont des civils qui se retrouvent au centre de son mouvement qui viendront justement permettre en fait aujourd'hui au Mali de combattre des groupes terroristes. Qu'il considère dans les militaires qui sont au front des militaires qui gèrent le pouvoir à Bamako. Mais il faut pas dissocier. C'est un ensemble en fait. C'est ceux qui gèrent le pouvoir. Mais les deux entités en réalité, les deux entités. Parce que c'est ceux qui sont au pouvoir qui donnent l'ordre en fait à ceux qui sont sur le terrain. Donc je pense que aujourd'hui, si déjà il reconnaît que ce sont les militaires qui sont les hommes de la situation, il va justement continuer par laisser cette histoire de la fin de la transition et regarder plutôt l'intérêt du peuple malien en face. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Vous, quel est votre avis sur le sujet? Nous attendons vos réactions dans les commentaires, mais surtout dans le respect. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.